Très heureux de vous retrouver sur la chaîne africaine de télévision. Voici les titres de votre journal. En 2019, le plan national de développement économique et social, dans sa mise en œuvre, a connu un bond en avant, mais aussi des obstacles pour suivre les évolutions et faire des recommandations pour une meilleure mise en œuvre. Le comité national du PNDS était réuni ce matin à Ouagadougou pour une session ordinaire. Une session ordinaire auquel ont pris part membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers. On vous en parle tout de suite dans ce journal. La Société nationale d'électricité du Burkina Faso se dote encore de moteurs diesel pour augmenter la production d'électricité dans le pays. 50 MW de plus, c'est la capacité de production de ces machines implantées à l'entrée ouest de Ouagadougou. Nos reporters ont accompagné le ministre de l'Énergie sur le site hier, compte rendu à suivre dans un instant. Nous irons à Paris dans ce journal après 20 ans d'enquête sur l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana, épisode déclencheur du génocide en 1994 au Rwanda. La Cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu rendu en fin 2018, ce qui laisse entendre que les poursuites contre l'entourage de l'actuel président Paul Kagame devraient être abandonnées. Mais les avocats de la famille Habyarimana annoncent un pouvoir en cassation. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bonsoir à tous. Et on parle encore de Tanwalbougou. Nous apprenons ce jour que l'officier qui a conduit l'opération entraînant la mort de 7 personnes à Boumouana, près de Tanwalbougou, a été relevé et mis aux arrêts. Il s'agirait d'un capitaine de l'armée burkinabé. On se souvient, c'est le 29 juin dernier, que 7 corps d'individus morts par balle ont été découverts à la lisière de la localité. Et à la suite, l'inspection générale des forces armées nationales, sur instruction du ministre de la Défense, avait donc pondu un communiqué assurant que si la responsabilité d'éléments des FDS était établie, les auteurs répondront de leurs actes conformément aux lois et règlements qui régissent les forces armées nationales. Eh bien, les choses semblent être en marche avec cette annonce. Il faut savoir également que c'est le deuxième incident impliquant la responsabilité des forces de sécurité burkinabé en quelques semaines dans la même zone. Le 12 mai 2020, 12 villageois ont trouvé la mort quelques heures seulement après leur interpellation, avec 13 autres par la gendarmerie de Tanwalbougou pour suspicion de terrorisme. Et le chef de l'État, Roch Kaboré, avait même qualifié ces morts dans les locaux de la gendarmerie de Tanwalbougou de situation inacceptable. Hier jeudi 2 juillet, cela faisait 100 jours, jour pour jour, donc que l'opposant malien Soumaïla Cissé a été enlevé par les hommes armés. Les négociations en vue de sa libération n'ont pas encore abouti, mais les militants de son parti politique et l'URD ont organisé un rassemblement ce jeudi, c'est-à-dire donc hier, pour demander sa libération, estimé à une centaine, parmi eux Souleymane Kone, ancien ambassadeur et ami de Soumaïla Cissé. Il a indiqué être indigné. Le gouvernement de IBK annonce chaque fois sa libération, mais toujours aucune nouvelle. Mais le chef de file de l'opposition est-il encore en vie? La question reste posée. En tout cas, le collectif organisateur du rassemblement affirme ne pas avoir reçu de preuves, hormis les affirmations du chef de l'État malien. L'enlèvement de Soumaïla Cissé n'a pas encore été revendiqué. Pas de rançon demandée également. Alors, les interrogations surgissent encore au sein de son parti sur l'identité de ses ravisseurs et les lieux de sa détention. Selon le président IBK, les ravisseurs sont connus, mais leur identité n'a pas été dévoilée officiellement. À présent, je vous propose d'entendre l'épouse de Soumaïla Cissé. Je tiens à remercier d'abord la presse, parce que vous êtes sous le soleil, vous avez bravé la chaleur, vous avez bravé le soleil et vous êtes là des heures debout. Je tiens vraiment à vous remercier. Parce que comme vient de le dire mon fiston Diarra, si on n'oublie pas Soumaïla, c'est vraiment grâce à vous. Parce que vous êtes là, vous en parlez tous les jours. Les radios, les journaux, vous êtes toujours là à en parler. Donc je tiens à vous remercier particulièrement et singulièrement. Merci aux journalistes. Depuis le 25 mars 2020 que Soumaïla est parti, il m'a dit « Astan, prépare le dîner, je viens manger avec toi le soir. » Et mon dîner est resté, Soumaïla n'est pas venu manger. Donc depuis ce soir, je l'ai attendu à Niafunke. J'ai attendu 3 semaines en espérant toujours qu'au bout de 3 semaines, il allait venir.
Parce qu'en partant, il me dit, tu m'accompagnes, on revient ensemble. Et malheureusement, c'est la première fois que je vais en campagne avec lui et je reviens toute seule. Donc, je vous remercie et vous avez toujours été à mes côtés. À la maison, je n'ai jamais été seule. Mes enfants sont toujours là, les jeunes du parti, ceux qui ne sont pas du parti. Ils m'ont soutenue, je ne suis jamais seule et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont... Au Burkina Faso, la session ordinaire du Comité national de pilotage du plan national de développement économique et social s'est tenue ce matin à Ouagadougou. C'est une réunion qui entre dans le cadre du processus de suivi et évaluation de la mise en œuvre du PNDS. Les participants, dont quelques membres du gouvernement assistés de leurs partenaires techniques et financiers, ont tablé sur les performances de l'armée, de l'année 2019, les 4 premières années de sa mise en œuvre. Ils ont aussi fait des recommandations pour lever tous les obstacles qui freinent justement le bon déroulement du PNDS. La suite avec Ahmed Nanema et Achille Ouedraogo. En invitant l'ensemble des participants à des échanges constructifs et productifs, je déclare ouvert les travaux de la session 2020 du Comité national de pilotage PNDS. Le Comité national de pilotage du plan national de développement économique et social, le CNP-PNDS, jauge avec ses partenaires techniques et financiers les performances de l'exécution des différents projets inscrits au PNDS. Il ressort déjà de cet exercice une satisfaction au regard de la résilience économique du Burkina Faso face aux aléas socio-économiques et sécuritaires. En 2019, nous avons, en dépit justement encore de ces difficultés, le taux de croissance du PIB a été acceptable, et je peux dire bon, parce que nous sommes à 5,7%, et comme je le disais, c'est lorsqu'on regarde l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA, c'est la 3e plus forte croissance dans ces pays de l'UEMOA. Après le Bénin, 6,9 et la Côte d'Ivoire, 6,9. Donc c'est pour dire que lorsqu'on regarde les conditions de notre pays, on se rend compte que quand même l'économie est restée résiliente. Et le PNDS y est pour quelque chose parce que ces réformes-là ont permis donc de consolider. Malgré les circonstances difficiles, la mise en œuvre du PNDS a fourni des résultats conséquents, comme dans les domaines de la santé et des infrastructures. Dans le secteur des infrastructures, nous avons poursuivi là aussi des réalisations d'un certain nombre d'infrastructures routières et d'autres sont en cours, ont été lancées. Et lorsque nous prenons le secteur clé tel que l'agriculture ou bien sûr les autres tels que les ressources animales, vous avez suivi même la construction d'un certain nombre d'abattoirs qui sont en cours et dont la dernière à être achevée est l'abattoir modèle de Kaya et nous allons poursuivre dans ce sens-là. Cependant, le gouvernement doit relever certains défis afin de pouvoir réaliser l'ensemble des projets entrant dans le cadre du PNDS. La modélisation de l'administration, le renforcement du capital humain demeurent des difficultés et demeurent des défis à poursuivre. L'un des défis aussi qui demeure, c'est le défi de la sécurité aujourd'hui qui a handicapé un certain nombre de travaux au niveau du PNDS. Donc nous devons travailler dans l'axe lié à la consolidation et à la cohésion sociale pour faire en sorte que ce volet soit une réalité pour les années à venir. Il ressort du rapport du suivi et évaluation du PNDS que le taux de mobilisation des ressources financières pour la période de 2016-2019 est satisfaisant. Toutefois, une attention particulière doit être accordée à la maîtrise de la dette intérieure qui s'est considérablement accrue. En France, après 6 mois de délibération, les magistrats de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris ont confirmé la décision des juges antiterroristes. Et c'est donc un non-lieu concernant l'enquête sur l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana. Il ne devait plus avoir de poursuite contre 9 membres ou anciens membres de l'entourage de l'actuel président rwandais Paul Kagame. Les avocats de la famille Habyarimana et de celle de l'équipage français de l'avion bombardé en 1994 ont immédiatement annoncé qu'ils formaient un pourvoi en cassation contre cette décision.
À défaut d'un procès immédiat, les familles, bien sûr, ils espéraient à minima que la Cour ordonne la réouverture des investigations afin que la justice française se fasse communiquer un rapport secret de 2003 du tribunal pénal international pour le Rwanda qui attribuait justement la responsabilité de l'attaque au clan Kagame. Et c'est une décision qui ne nous surprend pas, malheureusement, indique Agathe Abiyarimana, la veuve de Juvenal Abiyarimana. Les avocats de la famille ajoutent également que ça ne met pas fin au combat des partis civils et le combat d'une vie. Ils dénoncent aussi une chape de plomb et une connotation politique omniprésente dans ce dossier au sujet justement de cette affaire qui empoisonne les relations diplomatiques franco-rwandaises depuis plus de 20 ans. Cette semaine, le président rwandais avait déclaré à Jeune Afrique que vouloir rouvrir un dossier classé, c'est vouloir créer des problèmes. Pour vous rafraîchir donc la mémoire, le 6 avril 1994, l'avion transportant Juvenal Abiyarimana, un Hutu, et le président burundais Cyprien Ntaryamira avaient donc été abattus durant sa phase d'atterrissage vers Kigali par au moins un missile. Et cet attentat est considéré comme le déclencheur du génocide et qui fit plus de 800 000 morts. Restons là-bas. En France, Jean Castex est le nouveau Premier ministre du pays. Il a été nommé par Emmanuel Macron. Jean Castex remplace Édouard Philippe qui a passé 3 années à Matignon. Il dit mesurer l'immensité de la tâche qui l'attend. En avril, Jean Castex avait été désigné par Emmanuel Macron pour gérer la stratégie de déconfinement dans le pays. Âgé de 55 ans, il est marié. Que dis-je, il est le maire de Prades depuis 2008. La passation des pouvoirs entre Jean Castex et son prédécesseur a eu lieu ce vendredi. Donc, connaissant votre sens politique comme votre rigueur intellectuelle, je n'ai aucun doute sur le fait que vous aurez bien sûr prendre des bonnes décisions, a dit Édouard Philippe, le Premier ministre sortant. En retour, Jean Castex a loué, bien sûr, chez son prédécesseur un style Édouard Philippe, mêlant clairvoyance, hauteur de vue et l'élégance dans tous les sens de ce thème. Et dans la suite de ce journal, au Burkina Faso, l'application de la gratuité dans l'enseignement post-primaire et l'organisation des examens et concours, 2 sujets qui préoccupent le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Ces préoccupations étaient au cœur des échanges lors du 3e conseil de cabinet extraordinaire élargi de l'année 2020 du dit ministère. Une rencontre qui a eu lieu donc ce matin et Oumou Konaté et Constantin Sieda étaient également présents. Les premiers responsables du ministère de l'Éducation nationale se concertent au cours d'un 3e conseil de cabinet extraordinaire élargi. L'objectif de ce conseil est d'examiner des thèmes d'actualité et urgents en rapport avec l'application de la mesure de gratuité dans l'enseignement post-primaire et la préparation des examens et concours dans le contexte des crises sécuritaires et sanitaires. Donc, le premier thème, c'est la question donc, de l'organisation des examens donc, de fin d'année. L'organisation a démarré, les examens ont démarré par tout ce qui est épreuve sportive à tous les niveaux. Il y en a qui sont achevés, il y en a qui ont démarré il y a quelques jours pour les examens du baccalauréat et qui se poursuivent. Et bientôt, donc, à partir du 14 juillet jusqu'au 21 août, donc, nous allons être dans les examens donc, du certificat d'études primaires, du BEPC, du baccalauréat, du BEP, du CAP. Le deuxième thème, c'est la question de la gratuité. Au niveau du primaire, c'est quelque chose qui est fait. Au niveau du post-primaire, donc le gouvernement avait opté pour une solution progressive et faire en sorte que pour l'année scolaire 2020-2021, donc on puisse donc appliquer totalement la gratuité. Selon le ministre de l'Éducation, le ministère rencontre des difficultés sur le terrain liées aux écoles de la réforme. Et donc il était bon que nous puissions réfléchir et faire un point donc, au gouvernement de la situation sur le terrain afin que des orientations nous soient données quant à l'application donc, de ces mesures de gratuité. Le conseil de cabinet extraordinaire est une occasion de mener la réflexion sur des dossiers stratégiques spécifiques, majeurs, souvent conjoncturels et sensibles, afin de trouver des solutions plus idoines. Les conclusions des travaux débutés ce vendredi feront l'objet d'un rapport en Conseil des ministres afin de requérir son autorisation pour appliquer les décisions qui seront prises.
Le Burkina Faso est dans une dynamique de renforcement de capacité de production d'énergie et cela pour répondre justement aux besoins croissants des populations. Alors la Sonabel, la Société nationale d'électricité du Burkina, suit donc cette dynamique. Elle vient d'acquérir 3 moteurs diesel hybrides conçus en Allemagne pour produire 50 MW de plus de l'électricité. Eh bien, ces machines sont installées à l'entrée ouest de Ouagadougou, route de Bobo-Dioulasso. Hier, le ministre de l'Énergie s'est rendu sur le site pour un constat. Abed Nadema et Achille Ouedraogo pour la synthèse. Bientôt 50 MW de plus vont être injectés dans les lignes de la Sonabel. Cette puissance électrique supplémentaire, ce sont 3 moteurs qui vont la générer. Sur ces 3 moteurs, déjà 2 sont aux portes de Ouaga. Importés depuis l'Allemagne, l'acheminement de ces machines d'un poids de 325 tonnes chacune jusqu'à cette destination aurait été un véritable parcours du combattant. Ça n'a pas été un travail facile. Ça a quitté l'Allemagne, c'est arrivé à Takoradi. De Takoradi pour arriver ici à Ouagadougou, il faut passer par Gawa pour arriver ici. Donc, et les engins qui ont transporté, ils ont perdu 80 pneus. Ça veut dire que ça s'éclate, ça s'éclate, ça s'éclate. Ils roulaient au Ghana à 15 km/h. Il faut compter de Takoradi ici. Ils ont fait au total 16 jours. Une fois les 3 moteurs à destination, la production d'énergie de la centrale électrique de Kosodo, jadis de 50 MW, va passer au double. Après l'installation de ces groupes, nous allons passer à 106 MW au niveau de Kosodo. Ce qui en fera donc la plus grande centrale de Burkina, parce que jusqu'à présent, la plus grande centrale était Komsilga, qui avait 90 MW. D'ici là, il faudra encore patienter quelques mois. Tout qu'on fait, on va faire lancer 2 moteurs avant la fin de cette année. Le facteur Covid est là, mais on accélère quand même. Nos ingénieurs ne dorment pas, on travaille jour et nuit pour pouvoir atteindre cet objectif. Une bonne nouvelle qui a de quoi ravir le premier responsable du département de l'énergie. Recevoir ces machines-là aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de sentiments de fierté pour l'équipe qui a travaillé d'abord à mobiliser les fonds pour que nous puissions avoir donc ces machines, mais aussi ceux qui ont exécuté le travail. Et c'est près de 56 milliards qui ont été investis pour nous permettre donc d'augmenter notre capacité donc de production dans l'optique, comme vous le savez, de permettre à ce que tout Burkinabé puisse avoir accès à l'énergie. Et c'est dans ce travail-là que nous sommes aussi en train de faire de telle sorte que nous puissions avoir une certaine sécurité énergétique au niveau du Burkina. Ces machines fonctionnent aussi bien au gaz qu'au carburant traditionnel, ce qui rentre en droite ligne avec l'objectif du ministre de l'Énergie, à savoir basculer dans le fonctionnement total au gaz dans les années à venir. L'objectif recherché est également de réduire la dépendance énergétique d'avec l'extérieur. Voilà, nous passons maintenant à la revue de presse sur le continent africain de ce vendredi consacré à l'arrivée du Premier ministre ivoirien et candidat aux élections présidentielles de 2020. Amadou Gon Coulibaly est arrivé hier à Abidjan de la France après 2 mois. Revue de presse signée Drissa Traoré. À la une, le retour au bercail de Amadou Gon Coulibaly. Gon Fotamana lance ainsi le journal Le Mandat précisant qu'en langue sénoufo, Fotamana signifie bienvenue. À la une du Le Matin, Amadou Gon Coulibaly dit qu'il est de retour pour prendre sa place auprès du président Ouattara. Et il a su à la une de l'intelligence d'Abidjan qu'il est en forme. En forme, cela fait douter des médias du Burkina voisin, notamment l'Observateur Palga. En effet, le quotidien burkinabé rappelant que Gon Coulibaly évacué le 2 mai dernier en France en plein cri de coronavirus pour ce qui était un simple contrôle de routine après la transplantation cardiaque qu'il avait suivie en 2012. Son séjour tirait en longueur en raison notamment d'une rechute qui lui a valu une seconde hospitalisation début juin. Plus les conjonctures sur son état de santé véritable allaient bon train du côté de la lagune ébriée. Alors, l'Obs se demande bien si ce retour va-t-il dissiper tous les doutes sur la capacité de celui qui est le candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain à subir une campagne irritante et, en cas de victoire, à présider aux destinées d'un pays aux multiples défis. Certes, rien n'est moins sûr, conclut le journal. Mais le doute persiste chez le Nouveau Réveil qui souligne que son contrôle médical a été très long. Et c'est au journal que l'héritage l'a trouvé très affaibli et amaigri à sa descente d'avion. Pour ce journal, c'est donc un lion très amaigri qui est rentré pour affronter l'éléphant
qui est Sandoto Henri Konan Bédié. Waka Sera au Burkina, qui parle également du retour du lion, se demande, comme les autres confrères, s'il a les forces nécessaires pour engager la bataille décisive devant le conduit au palais du plateau. Car la route est encore longue et parsemée de nombreuses étapes, dont l'épuisante campagne électorale. Sillonner ne serait-ce que les grandes régions de la Côte d'Ivoire et tenir des meetings de plusieurs heures devant des foules chauffées à blanc est l'un d'être une sénécure, prévient Waka Sera. Sans oublier les sollicitations des médias et les répliques assénées au camp d'en face qui ne lui laissera aucun répit. Et il faudra certainement plus que le discours classique de campagne pour désamorcer des adversaires prêts à unir leurs forces pour faire mordre la poussière au RHDP, souligne le journal burkinabé. On y va maintenant en Éthiopie pour terminer cette édition. Au moins 90 personnes sont mortes dans la capitale Addis Abeba après l'assassinat par balle du très célèbre chanteur Achalou Hundessa. Des manifestants de l'ethnie Oromo dont est issu le chanteur entendaient obtenir l'inhumation dans la capitale, mais se sont confrontés à des manifestants d'autres communautés et surtout aux forces de l'ordre qui ont ouvert le feu, en particulier à Ambo, la ville de naissance de l'artiste. Les policiers ont également arrêté l'une des figures de l'opposition, Jawar Mohamed, et le pouvoir a coupé Internet de toute évidence pour éviter une propagation des violences via des appels sur les réseaux sociaux. Les funérailles ont finalement eu lieu hier jeudi dans l'après-midi dans un climat pesant et sous haute surveillance. Achalou Hundessa était donc la voix de l'ethnie Oromo, âgé de 34 ans mais engagé depuis son plus jeune âge. Il a été emprisonné pendant 5 ans à l'âge de 17 ans. L'artiste chantait pour la défense des droits de son peuple, depuis longtemps marginalisé économiquement et politiquement en Éthiopie, alors que c'est l'ethnie majoritaire. Au passage, notez que Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, bien sûr, est issu de cette ethnie Oromo, et c'est le lundi 29 juin dernier que Achalou Hundessa a été tué. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour cette session d'information sur la chaîne africaine de télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, je serai ravi de vous retrouver pour encore une nouvelle édition. Passez une excellente soirée, bien sûr, suivant nos différentes productions. Excellente soirée.